Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité publie régulièrement dans Valeurs Actuelles, Causeur ou Le Figaro. Il a écrit plusieurs livres, des romans, mais également des essais autour de la littérature ou du cinéma. Mais avant d'être un amoureux des mots et un grand nostalgique de la France des 30 Glorieuses, mon invité est un passionné de bagnoles. Il a même publié un dictionnaire élégant de l'automobile ou plus récemment Mythologies automobiles. Lire ses articles et ses livres, c'est replonger dans les années 50 et 60, retrouver Jean-Paul Belmondo dans sa période à bout de souffle, reprendre le volant d'une Dauphine sur la Nationale 7 et revenir à une époque où tout paraissait plus simple et plus authentique, où l'avenir était porteur de rêves, d'ambition et d'espoir. Aujourd'hui, je reçois le chroniqueur et auteur Thomas Morales. Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Écoute, ça va. Après une année un peu compliquée, comme tous les indépendants, mais on essaye de tenir le choc. Ouais, c'est une année compliquée pour tout le monde, même si je dois dire que pour mon cas particulier, c'est plutôt bien passé, mais effectivement, c'est une année pas comme les autres. Mais à toute chose, malheur est bon, puisque c'est grâce au confinement que j'ai eu l'idée de ce podcast, quelque part. Donc voilà, faut se dire que de toute épreuve, on finit par sortir quelque chose de positif. Ouais, t'as une excellente idée. Je trouve que c'est formidable d'abord de laisser un peu de temps, parce que tu sais, dans nos métiers, dans les médias, c'est le temps nous manque souvent, et puis des interviews, des portraits sur une plus longue distance, c'est finalement assez rare. On est dans les formats courts. Donc ouais, là, avec ton format long, je pense que le format long, c'est un format d'avenir. Voilà. C'est marrant parce que j'ai plein de gens qui me disent au contraire, moi je trouve que c'est un long, 1 heure, là c'est long. Alors j'ai notamment quelqu'un que je vais bientôt inviter, que je suis très content d'inviter d'ailleurs, et j'en parlerai plus tard, et qui me disait, et moi j'aime bien les vidéos quand ça dure 2 minutes, 3 minutes, mais dès que c'est un format long, j'aime pas trop et tout. Mais j'ai réussi à le convaincre quand même de venir et de nous raconter un peu sa vie, donc je suis content. Mais c'est effectivement, long, il y a des podcasts qui font 2 heures, 2h30. Je trouve que c'est un peu trop. Moi, je trouve que 1 heure, c'est bien parce que voilà, on arrive quand même à aller dans la profondeur des choses et sans non plus que ce soit le truc qui n'en finit pas, où on s'égare, où on se perd. Là, mine de rien, je trouve que c'est le bon équilibre parce que ça permet quand même de bien interroger les gens et en même temps, de rester quand même focalisé sur un point particulier, quoi. Donc voilà, je suis content de moi. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. On va résumer ça comme ça. C'est comme ça, il faut être content de soi, tu sais. Bon Thomas, donc je t'ai présenté en petite introduction. Donc on a compris que la voiture, même si elle n'était pas forcément au centre de tes préoccupations, elle était toujours dans la périphérie, dans ta vision périphérique. Mais au fond, qu'est-ce que c'est pour toi la bagnole ? Alors, écoute, pour moi, c'est d'abord mon environnement familial. Voilà. Alors, chacun arrive par l'automobile, par un port différent. Moi, c'est quand même une passion, on va dire, familiale. Écoute, je suis tombé dedans tout petit. J'ai un père qui a couru, qui a fait de la compétition automobile à la fin des années 60 et au milieu des années 70. Il était dans quelle discipline ? Alors, il a fait plus de rallye, de courses de côte, championnat de France de la montagne. Il a fait plus de rallye que de pistes, mais c'était un bon touche-à-tout. Puis aussi, il a fait de la moto. Et dans la moto, ça a été, tu sais, dans les années 70, ce sont les grandes années de l'explosion du trial, tu vois, une discipline qui existe quasiment plus. Donc ça a été un trialiste, un enduriste. Donc j'ai des souvenirs. Écoute, moi, je suis né, il n'y a pas de secret entre nous, je suis né en 74 et ma première carte d'identité, je dois l'avoir en 76 ou 77 et on part avec mes parents en Angleterre, acheter, donc j'ai de vagues souvenirs et quelques photos qui montrent ce périple-là, on part acheter une moto de trial chez Sammy Miller. Sammy Miller a été champion de monde de trial, un Anglais qui est toujours vivant.
si nos auditeurs entendent ce mot-là, Sammy Miller, ils peuvent aller sur Internet, ils vont voir qu'il a 85 ans ou entre 85 et 90 ans, et il fait encore du trial. C'est une légende du trial anglais. Il a un musée, il a été concessionnaire Honda. Il préparait des Honda trial, et mon père est parti acheter une moto. Tu vois, c'était vraiment un enragé. Ouais. Donc, avec un bébé de 2 ou 3 ans, et on y est allé en Méhari, tu vois, donc le souvenir. Donc du Berry, qui est mon lieu de naissance, du Berry jusqu'en Angleterre, on est parti en Méhari, complètement, tu vois, quasiment décapoté, c'était l'aventure, avec un petit gamin et une remorque avec 2 rails de moto pour aller acheter cette moto-là qui n'existait pas en France. Écoute, les concessionnaires en France n'avaient pas à cette époque-là ce modèle précis. Donc tu vois, j'ai baigné dans cet environnement-là, et puis mon père a fait pas mal de compètes. Écoute, il est comme tous les gens de sa génération. Il a commencé en R8 Gordini. Il est passé il a eu une BM 2002 Ti, une berlinette, groupe 3. Voilà, tu vois, les voitures. C'est aussi de là que vient ma passion des voitures anciennes. Donc j'ai toujours eu ça, tu vois, dans ma famille. Je pensais pas vraiment faire mon métier, et j'en ai pas vraiment fait mon métier. Écoute, c'est resté un peu le fil conducteur quand même de ma carrière. Il y a toujours eu, à un moment ou à un autre, dans mon métier de journaliste ou d'auteur, un petit ancrage auto. Alors justement, raconte-nous un peu ton parcours professionnel, comment tu t'es retrouvé, comment tu t'es retrouvé journaliste, puis auteur, raconte-nous un peu ça. Écoute, j'ai fait des études de droit, et puis j'ai eu quand même la passion, parce que la passion du journalisme est venue de la passion des livres, voilà. Je suis un amateur de littérature française et des auteurs des années 30 jusqu'aux années 60. Voilà. Et je me voyais mal devenir avocat. C'était devenu un métier qui était, à mon avis, beaucoup trop technique, beaucoup trop spécialisé pour moi. Et j'ai sauté le pas dans la presse. Et donc, assez jeune, j'ai commencé à travailler en presse quotidienne régionale, dans le groupe La Montagne. Et je me suis fait la main. J'étais étudiant en droit, et pendant quasiment une année, donc au Berry Républicain, tu vois, tous ces journaux du centre de la France, et je suis devenu ce qu'on appelle un journaliste localier. Donc j'ai appris le métier sur le terrain avant de faire mon école de journalisme, tu vois. Donc j'ai fait la pratique avant la théorie, mais au bout de cette année-là, je connaissais quand même assez bien le métier. Et puis après mon école de journalisme, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez un constructeur automobile. Voilà. À la fin de mon service militaire, j'étais journaliste reporter d'images à l'armée, à l'école militaire. Et à la fin de ce service, j'ai eu la chance, parce que le métier, finalement, tu vois, tout dépend les générations. Je suis arrivé dans une génération où il y avait du boulot, tu vois, c'est la fin des années 90, l'activité redémarre, et j'ai eu 2 propositions en même temps. Une proposition pour le groupe EMAP, tu te souviens de ce groupe-là, le groupe de presse anglais. Qui est devenu Mondadori après, qui maintenant est World. Et dans ce groupe EMAP, c'était pas du tout pour travailler dans une revue automobile. Tu vois, il y avait un panel de magazines incroyables dans le groupe EMAP. C'était vraiment rien à voir dans le domaine automobile. C'était pour faire du reportage, mais dans un tout autre domaine. Et puis, une proposition pour rentrer chez un constructeur automobile, pour ne pas le nommer Mercedes, Daimler Chrysler, ça s'appelait comme ça à l'époque. Oui, c'était encore la fusion avec Chrysler. Oui. Voilà, je suis arrivé au moment où la fusion se faisait, tu vois. Donc, 98 par là. 98-99, voilà. J'ai fait beaucoup de dossiers de presse pour Daimler Chrysler. Et puis finalement, j'ai accepté la proposition de Daimler. Et je me suis occupé, on appelait ça information corporate et des publications. Voilà. Donc j'ai fait mon métier de journaliste à l'intérieur d'une multinationale automobile. Et peu à peu, finalement, je suis devenu la plume de Mercedes. Voilà. J'ai œuvré aux publications internes. Et puis, j'ai gardé un petit... je faisais un peu aussi le boulot d'attaché de presse, mais tout ce qui était
résultats financiers, old-timer, tu vois, tout le domaine voiture ancienne. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 5 ans, j'ai quand même voulu revenir à mon métier d'origine qui était l'écriture. Voilà, parce que c'est ce qui me taraude depuis longtemps, tu vois. Plus que le journalisme au final. Plus que moi je me et tu m'as présenté comme chroniqueur et c'est le mot juste. Moi je me présente pas comme un journaliste, pourtant j'en ai la formation, mais le métier de chroniqueur correspond parfaitement d'abord à mon tempérament et moi j'adore le style en écriture et je pense que dans la chronique c'est là où on peut exprimer le plus puissamment son écriture. Donc la chronique correspond en plus à une longueur, on parlait de longueur et de format, à mon format. Moi je n'aime pas trop en écriture les longs formats, je ne suis pas un romancier, même si j'ai fait, si j'ai fait un ou deux romans, je suis vraiment un chroniqueur. Et puis à partir de ce moment-là, écoute, on est au milieu des années 2000. Pendant 2 ou 3 ans, j'ai navigué un peu dans la presse auto. J'ai été pendant 2 ans et demi à l'Argus, et c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. En charge des pages marché. Donc tu vois, je faisais chaque semaine, chaque mois, le compte-rendu du marché neuf, du marché occasion, du marché européen. C'était pas complètement convaincant pour moi. Il fallait que je passe réellement à l'écriture. Et là, j'allais dire, c'était pas passionnant, quoi. Non, là, j'étais redevenu un journaliste un peu technique et un peu engoncé, si tu veux, dans un exercice qui me satisfaisait quand même pas vraiment. Et j'ai vraiment décidé de sauter le pas. On est en 2007-2008 et pour me mettre journaliste indépendant, voilà, complètement indépendant. Et là, depuis 12 ou 13 ans, je partage mon temps entre la presse d'entreprise et j'ai réussi à consacrer, on va dire, un tiers de mon temps à l'écriture de piges, de piges et principalement de critiques littéraires. Voilà, c'est la deuxième partie de mon travail et la dernière partie. Tu vois, on est à l'heure de la diversification. Ouais. La dernière partie est l'écriture de livres. Le premier livre, ça doit remonter à 2008-2009. Donc j'ai commencé par faire des beaux livres et puis je suis vraiment rentré, c'est un grand mot, mais rentré en littérature, vers 2009-2010. Et là, j'ai fait toute une série. Je dois être à mon 14e ou 15e livre. Et j'alterne entre des recueils de chroniques littéraires, quelques essais que tu as vus et lus sur l'auto. Ouais. J'ai tâté du roman aussi. On va y revenir. Voilà. Donc, écoute, voilà en gros le parcours un peu dissident, voilà, c'est pas un parcours, on va dire, très classique de journaliste. Et j'ai essayé, et ça, il faut du temps, tu vois, pour trouver un bon équilibre entre plaisir d'écrire, voilà, de création, et puis assurer un quotidien comme tout le monde avec la presse d'entreprise. Mais il faut un certain nombre d'années pour avoir une bonne balance, tu vois. Je suis à 12 ou 13 ans d'activité. Et ça fait uniquement peut-être 5-6 ans où je réussis à harmoniser tout ça. Ça va pas être un épisode habituel, je m'excuse par avance auprès des poditeurs, parce que là, on va peut-être un peu moins parler voiture dans cet épisode-là, mais j'aime bien aussi des fois diversifier. Ça s'appelle Histoire d'auto, ce podcast, mais c'est aussi des histoires, avant d'être des histoires d'auto. Et il y a une question qui me taraude à chaque fois. On a tous à un moment donné, je pense, essayé d'écrire des choses et tout, et on s'est tous un peu rêvé romancier. Il y a un truc qui revient tout le temps, c'est l'angoisse de la page blanche. Tu connais ça, toi, Thomas ? Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'ai pas l'angoisse de la page blanche, je vais te dire. J'ai plutôt l'angoisse de la 30e ou 40e page. Ah ouais. Pour un roman, voilà, c'est souvent ça. Bon, j'ai plutôt, on va dire, une facilité pour écrire, pour embrayer, voilà. Ouais. Mais je me lasse aussi vite, voilà. Et j'ai toujours en tête ce que peut penser le lecteur. Et si je commence à m'ennuyer, je suis à peu près persuadé que le lecteur va aussi s'ennuyer. Ouais, c'est probable.
Voilà, écoute, c'est pour ça que j'ai tenté voilà, 2, 3 expériences qui n'ont pas été mauvaises du tout hein, dans le roman, mais pas assez satisfaisantes pour moi, parce que je trouve que je n'ai pas, on se connaît, tu sais, comme, entre guillemets, comme artiste, je n'ai pas le jus pour aller au-delà de 50, 60 pages. Alors je peux terminer évidemment un roman, mais je sens que je ne donne pas toute ma pleine capacité, si tu Ouais. veux. Et c'est pour ça qu'au fil des années, je me suis un peu spécialisé dans la chronique, qui est vraiment, écoute, qui est presque l'art de la chronique a presque disparu, parce que des grands chroniqueurs, il y en a eu dans les années 50, 60, 70, 80, mais depuis les années 90, il y en a quasiment plus, même dans la grande presse nationale, tu vois, il n'y a plus vraiment de signature. Alors, moi, je pense que je suis meilleur sur cette courte distance pour croquer l'actualité, tu vois. D'accord, tu es plus un sprinter qu'un marathonien. Voilà, trouver un angle. Je suis un homme de formule aussi, tu vois. Alors sur le roman demande d'autres qualités. C'est un effort long, hein, vraiment. Tu as raison, c'est un marathon. Hein, le roman, on en sort épuisé ou complètement essoré. Hein, tu vois, on est lessivé. Ça m'est arrivé. Je l'ai fait 2, 3 fois, et là je le refais cette année avec un camarade. Pour la première fois, on tente une écriture à 4 mains. Bon, c'est épuisant, hein. Rien que d'y penser, je suis déjà épuisé. La chronique, bon, elle se fait comme ça, sur le vif. Ouais. Et c'est aussi pour ça, tu sais que j'ai une spécialité qui est dans la presse. Je me considère comme un nécrologue de papier. C'est-à-dire, dès que quelqu'un meurt, on m'appelle. Alors quand je dis quelqu'un, hein, tu vois, il y a des spécialistes. Quelqu'un, c'est-à-dire un artiste, on va dire des 30 Glorieuses, Oui. écrivain, acteur, voilà, chanteur. Parce que tu sais bien que c'est mon domaine de prédilection. Alors souvent les journaux m'appellent pour faire la nécro, hein, et la nécro rapidement dans les 2 heures ou 3 heures qui suivent, trouver le bon angle et parler de la disparition d'une célébrité, en essayant de toucher le public. Généralement, les nécrologies, dans les grands quotidiens, sont préparées longtemps à l'avance. Oui. Hein, tu vois, je sais pas, au Figaro, il y a des armoires remplies de nécros, et on n'a plus qu'à appuyer en gros sur le bouton, et quand la célébrité disparaît, bah, le papier va sortir. À peine adapté. Moi, je fais pas du tout ça. Elles sont pas du tout préparées. Mes nécros, elles sont réellement, le terme est pas très courtois, mais elles sont faites sur le vif. Voilà, hein, elles sont là. Donc ça, c'est un exercice, on va dire, intellectuel qui me séduit beaucoup. Alors tu le disais, dans tes articles et dans tes livres, transpire ton amour des 30 Glorieuses. Qu'est-ce qui te plaît dans cette période? Qu'est-ce qui te fascine? C'est peut-être, écoute, l'espoir. Voilà. Il y a dans ces années-là. Alors tu vas dire, attention, hein, je veux pas que nos auditeurs broient du noir, hein, mais voilà, hein, je suis un homme du monde d'avant. J'accepte cette étiquette-là, même si parfois c'est une caricature. Mais j'aime, écoute, oui, il y a une petite, un espoir et peut-être une inconscience un peu folle de ces années, on va dire 50, 60. Mais ça continue jusque dans les années 70. Voilà. Il y a une sorte d'appétit, on le sait bien, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un appétit de vivre qui a duré. C'est pour ça que moi, je juge jamais sévèrement les baby-boomers. Tu vois, aujourd'hui, on fait le procès des baby-boomers. Ouais. Mais ils avaient un appétit, voilà, de vivre, et cet appétit se traduisait à peu près dans tous les domaines. Dans la création littéraire, dans la chanson, et dans l'automobile aussi, tu vois, il y avait quelque chose d'un peu fou, de possible, tu vois, ce fameux champ des possibles. Moi, né au début de la crise pétrolière, bon, je suis quand même un enfant de la crise, hein, tu vois, et encore plus, on se demande ce que vont être les générations qui arrivent là. Tu Mais vois. j'allais dire, c'est ça qui est fou, c'est que tu es pas du tout un boomer, toi, tu es Pas tu du es de la tout. génération d'après, et malgré tout, tu es nostalgique d'une époque que tu n'as pas Voilà. vraiment connue finalement. Bah écoute, je crois que c'est toujours ça. La nostalgie, c'est aussi le fantasme, tu as tout à fait raison, d'une époque qu'on n'a pas connue. Alors ce fantasme-là, je suis pas complètement dingue, hein. Quand je te dis c'était mieux avant, il y a une forme un peu de provocation, parce que évidemment, il y a dans pas mal de domaines, j'ai pas du tout l'intention qu'on revienne aux années 50. Mais
qu'est-ce que tu veux? Elles me séduisent ces années-là. Il y a quelque chose de beau. Il y a d'abord l'esthétique. Hein, tu peux pas. On peut pas nier, hein, il y a l'esthétique des années 50, 60, 70, une variété stylistique quasiment. Tu vois, je prenais souvent en 2018, quand j'ai sorti l'éloge de la voiture, j'ai fait pas mal d'interviews et je prenais souvent l'exemple qui est, tous les amateurs d'auto connaissent ça parfaitement, mais de la production française, tu vois. Production française, on est entre 55 et 65. Tu as les 3 marques françaises qui présentent 3, on va dire, berlines, milieu ou haut de gamme. Chez Peugeot, c'est la 404 en 60. Chez Citroën, la DS en 55. Et en 65, c'est l'R16. Voilà. Donc, tout le monde connaît ces 3 voitures-là. Mais ces 3 voitures-là, elles expriment une variété. Hein. Alors, je sais qu'il y a certains confrères qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi en pensant que finalement, il n'y avait pas tant de variété que ça dans les années 50-60, que c'était déjà des économies d'échelle, que toutes les voitures se ressemblaient. Non, là, les gars, il faut arrêter de déconner. Qu'est-ce qu'il y a de plus différent, tu vois, entre une R16 et une DS? Alors là, effectivement, la période est un peu... Il y a des voitures, on est sur 10 ans, hein, ça s'étend sur 10 ans. Mais il y a... Tu sais, je suis issu d'une terre de vignoble, hein, et dans le vin, on appelle ça la typicité. Il y a une typicité... Chez Citroën, tout le monde le sait bien, avec cette DS qui est incroyable, voilà, cette suspension hydropneumatique, cette gueule, ce squal là qui arrive sur la route, qui désarçonne à peu près toutes les mentalités. La 404, c'est autre chose, tu vois, un style américano-italien, et puis l'R16, tout le monde se connaît avec ce fameux haillon qui donne... qui va lancer un peu les voitures à vivre chez Renault. Et là, tu as 3 façons de voir la société, quasiment, tu vois. Tu as des ingénieurs qui sont différents, des designers qui sont différents. D'ailleurs, c'était même l'époque où quand on était Peugeot, on votait plutôt à droite. Quand on était Renault, on votait plutôt à gauche. Il y avait un positionnement tout un truc. de marketing qui allait bien au-delà de ça. On ciblait vraiment il y avait des franges entières de la population qui se reconnaissaient dans tel ou tel modèle ou dans telle ou telle marque. Voilà, cette variété-là, je vais dire qu'on l'a perdue. C'est pour ça que je suis un peu sévère avec la mondialisation. Alors la mondialisation, pareil, hein, ça résume, mais ça dit bien ce que ça veut dire quand même, qu'on a perdu au fil des années. C'est pour ça que je peine un peu à m'intéresser aux voitures récentes, parce que elles manquent un peu d'émotion. Regarde le paysage automobile. J'habite Paris, hein, il suffit de passer dans n'importe quelle rue, mais tu peux faire l'expérience en province aussi. C'est quand même relativement triste. Hein, déjà, ça manque de couleurs. Tu vois, ça manque de couleurs. Et nous, on a connu, si tu veux, on est passé de l'époque où c'était rempli de monospace à aujourd'hui rempli de SUV. Oui. Bon, pareil, là, c'est la palissade pour tous les amateurs de voitures, mais c'est quand même très difficile de reconnaître les voitures et les marques, même pour des spécialistes parfois. Tu te dis, ah ben oui, ça c'était... Au sein d'une même marque, des fois, aujourd'hui, reconnaître dans la rue une classe C d'une classe E ou une A4 d'une A6, quasiment, ça devient compliqué maintenant. Il y a les repères sont un peu brouillés, et regarde le succès du film Le Mans 66. Hein. Alors, le film Le Mans 66, il vaut le coup pour les décors, parce que les Américains sont extrêmement forts. J'avais lu même, tu vois, pour le dernier Tarantino, avec Brad Pitt, là, qui se passe à Los Angeles, mais je crois qu'il y a des dizaines de milliers de voitures anciennes qui ont servi au tournage. C'est-à-dire, c'est inimaginable chez nous, où tu vois que les budgets sont très serrés et qui bloquent une rue, et puis ils essayent de mettre une Dauphine, une 4 chevaux, et puis une DS ou une Aronde au maximum. Et tu revois 3 fois la même voiture au cours du film, Et là, ces super productions à Hollywood, ils ont les moyens de recréer complètement un paysage. Et on voit alors, dans Le Mans 66 aussi, et dans Once Upon a Time aussi, mais c'est fantastique. Tu vois cette variété. Et surtout, moi j'adore la Californie de la fin des années 60. J'adore le mélange de voitures. Tu as encore des voitures américaines qui sont des vraies voitures américaines. Tu as des breaks Woody qui font 5,50 m. Tu as déjà l'arrivée des voitures européennes. Par exemple, en Californie, tu commences à voir évidemment les Volvo, les Volkswagen,
Il y a aussi des petites anglaises dans le film de Tarantino. Le personnage qui joue au Polanski, il roule dans une petite MG. Tu vois, Brad Pitt roule dans une Karmann Ghia. Il y a toute une variété. Et tu as les premières Porsche avec des couleurs. Voilà, bon, ça a disparu, si tu veux. Ça a disparu. Et puis, si on parle uniquement de l'automobile, il y avait, je te dis, un appétit d'auto. Les gens vivaient, alors même moi, si mon regard est un peu biaisé, et mes parents étaient des passionnés, hein, mais ils vivaient auto du soir au matin et 365 jours dans l'année. Bon, là, on le sait bien, l'auto est devenu un simple moyen de déplacement d'un point à un autre. Alors, on a gagné, hein, je ne dis pas qu'on n'a pas gagné ni en fiabilité, ni en tout ça. Hein, ça c'est, je ne nie pas la qualité des productions, si tu veux. C'est de plus en plus rare de voir de mauvaises voitures, alors que... Pareil, dans ces années 50-60, tu avais quand même, j'avais un vieux collègue qui appelait ça des tracassins, tu avais quand même des voitures qui étaient limites. Tout ça, on a nivelé le style, et je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Tu l'as dit, tu t'es essayé au roman, tu as même créé un personnage qui s'appelle Jos B, un ancien journaliste devenu détective, un gars un peu nostalgique, amateur, je cite, de longues voitures américaines. Il te ressemblerait pas un peu ? Oui, écoute, alors c'est pareil, créer un personnage de polar, hein, même si c'est du polar du polar soft. Hein, oui, il y a toujours, tu sais, hein, dans chaque œuvre de fiction, il y a toujours un peu de soi. Et quand j'ai lancé le personnage de Jos Beaumont, il y avait le mélange de mes passions. Donc il y avait un peu d'auto, il y avait un peu le cinéma et la référence Jos Beaumont à Jean-Paul Belmondo. Tu sais que je suis un grand amateur de l'œuvre de Jean-Paul Belmondo, et puis aussi le personnage de Nestor Burma, voilà, qui a été créé par Léo Mallet dans les années 40. Moi, je suis un grand fan de l'œuvre de Léo Mallet, donc c'est un peu, écoute, quand tu crées un personnage de détective, il y a des codes, voilà, hein, donc tu rentres quand même, il y a une sorte de canevas, et ça c'était aussi amusant. Il y a des références, tu peux pas y échapper. Il y a le détective, les enquêtes, la secrétaire, tu vois, t'as déjà un petit biotope qui se met, le par-dessus gris. Qui se met en place, et moi je me suis beaucoup amusé. On en a fait 2. Le premier, il y a eu un assez bon succès. J'ai cru à un moment, tu sais, c'est ça aussi, les aventures dans le monde de l'édition, on a failli l'adapter en téléfilm à un moment, et puis ça s'est pas fait parce que tout est très compliqué, hein. Plusieurs fois ça m'est arrivé. Le but peut-être c'est un jour de voir ce personnage là animé à la télévision, au cinéma. Écoute, ça ne s'est pas fait à peu de choses. Donc je désespère pas. Peut-être avec un prochain roman, là je te parlais qui est aussi un peu dans le monde de l'enquête policière, mais avec un personnage féminin cette fois-ci. Ouais. Qui devrait sortir là à l'été ou à l'automne prochain, et on retentera peut-être avec mon co-auteur, on retentera notre chance pour une expérience télévisuelle. Écoute, tu sais, quand tu es indépendant, c'est ça aussi, tu as la liberté de te planter, hein, mais aussi de tenter plein de choses. Ouais. Ce que tu ne peux pas faire quand tu es... Moi, j'ai été salarié de grande entreprise, j'étais cadre dans une grande boîte. Tu es un peu, entre guillemets, enfermé. Là, l'indépendance, ça demande évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Hein, tu comptes évidemment pas tes heures, mais tu peux tenter plein de choses. Et ça, c'est à mon avis, le plus excitant dans l'aventure. Alors, j'ai reçu à ce micro un autre auteur de bande dessinée cette fois-ci, c'est Thierry Dubois. Je crois que c'est l'épisode 9, et je vous invite, ceux qui ne l'ont pas écouté, à aller le voir. Est-ce que la bande dessinée, ça te parle aussi ? Est-ce que tu as des auteurs préférés, des séries de bande dessinée qui te parlent, ou t'es totalement étranger ? Oui, alors j'ai fait, écoute, ça m'est arrivé
chargé pour le magazine Causeur de faire, pas régulièrement, mais plusieurs fois par année, je fais aussi la chronique des nouveautés en bande dessinée. Ça ne t'échappera pas qu'un homme aussi classique que moi est amateur de la ligne claire, hein, donc de l'école, on va dire de l'école franco-belge. Donc oui, j'ai été biberonné à Spirou, à Goscinny. J'ai beaucoup écrit sur René Goscinny. J'adore pareil l'homme, hein, et elle a une créativité folle. Tu vois, par exemple, je considère Goscinny et Sampé comme des auteurs de premier plan. Voilà. Alors peut-être pas aussi importants que Proust, hein, ou Céline, mais je les place assez haut dans mon propre panthéon, tu vois, des artistes. Je les mets très haut. Non, j'ai toujours suivi la bande dessinée. J'en ai des centaines chez moi. Écoute. J'aime des types comme Yves Chaland, j'aime Cossé, le Suisse, évidemment. Écoute, je suis amateur des Corto Maltese. Tiens, un personnage qui ramène un peu à l'auto. Je ne sais pas si tu as déjà lu les bandes dessinées. Gamin, j'ai été passionné par les bandes dessinées de Clifton. Voilà. Alors, le colonel Clifton. Il y a eu plusieurs auteurs qui sont succédés au dessin et au texte de Clifton. Ça a été créé par Machereau dans les années 50, après par Turc et de Groot, et c'est un colonel des services secrets anglais et qui roule en MG. Voilà. Alors, c'est assez sympa parce que c'est presque une bande dessinée jeunesse, je veux dire, mais tu as énormément de voitures là dans cette bande dessinée de l'Angleterre des années, on va dire des années 80, 70-80, et c'est assez ce qu'on peut imaginer. T'es entre Dunstead et puis Amicalement Vôtre. Les derniers feux de la flamboyante industrie automobile britannique. Enfin, écoute, y a les Anglaises. Alors tu vois, par exemple. Là aussi, je suis un peu en décalage avec certains passionnés automobiles. Je déplore que les collectionneurs automobiles soient enfermés souvent dans un modèle, dans une marque. Et moi, j'aime toutes les voitures. Alors là, vraiment, tu vois, j'aime toutes les voitures. J'aime une voiture populaire et une voiture de sport ou une limousine et une anglaise, une italienne. Donc, j'ai pas de chapelle, tu vois. Et j'ai aussi une petite préférence et une prédilection pour les mal aimés, hein, et donc ça me fait penser, tu vois, par exemple, une Rover SD1, ça peut me séduire, tu vois. Ça n'a pas une réputation extraordinaire en termes de fiabilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et d'électricité un peu défaillante, mais j'aime les tellement beau. Tu vois, il y a des tentatives. On avait parlé ensemble de la MC Pacer. Donc, je suis un grand fan, hein, tu sais, de la MC Pacer. Moi, je trouve rien de plus beau qu'une AMC Pacer. Voilà. Ça, c'est décalé, c'est sûr. Tu vois, j'adore cette voiture. J'adore. Parce que plein de références, elle vient percuter, on va dire, mon imaginaire, parce que je l'ai vu gamin dans des films, des petites apparitions comme ça. Brigitte Bardot qui faisait la pub. Brigitte Bardot a fait la pub et elle était. Moi, j'ai rencontré le fameux Jean-Charles, tu vois. L'importateur. Et Jean-Charles m'avait expliqué que les photos de Brigitte Bardot qui ont été utilisées dans la presse, s'étaient faites un peu comme ça, tu vois, sur le pouce. Elle avait été invitée au salon de l'auto, elle était en cuissarde, ils ont fait une séance photo, mais c'était pas aussi préparé qu'on pourrait l'imaginer. Et puis après, tu as toute la campagne de publicité avec les dessins d'Aslan, l'illustrateur, qui sont très suggestifs. Tu vois, avec une femme, avec une robe à la Mireille d'Arc. Bon, ça, aujourd'hui, ce serait interdit par les ligues de vertu. Hein. Tu irais directement en prison si tu osais faire le même dessin. Mais cette voiture-là, à chaque fois, écoute, j'ai une émotion. Il y a quelques années, j'étais allé faire une interview à l'atelier Mustang, là, à Nanterre. Et il y en avait une ou deux qui traînaient dans le garage, tu vois, sous un drap.
Et à chaque fois, je me suis dit, mais quelle voiture. Tous les gens qui la connaissent voient c'est une sorte de bonbonne vitrée avec une surface vitrée qui est incroyable pour l'époque. Très courte, très large, avec des grands fauteuils. Il porte plus, tu vois, l'intérieur façon tipi indien. Et les sièges en velours capitonnés, non? C'est ça aussi? Ouais, bah oui, alors t'avais plusieurs intérieurs, un peu un côté bicolore, elle existe aussi en wagon, en break. Écoute, c'est ces expériences-là, un peu dingues, que j'adore et que je regrette qu'elles n'existent plus, tu vois. Alors, est-ce que ça roulait? Finalement, c'est pas tellement le problème. Que ça roule ou que ça roule pas, c'est tellement beau, c'est tellement étrange, c'est presque une œuvre d'art, tu vois, cette épaisseur. Et si on en revient aux voitures anglaises, t'as quand même le berceau d'automobile anglaise. Il y a quand même des voitures qui sont incroyables, des Morgan, au TVR, voilà, les Rovers. Tu vois, on dit la SD1, mais les Rovers d'avant aussi. Tu vois, la Rover P5, c'est, tu vois, ce CLS avant l'heure, le quasiment. P5 coupé, oui. Ce P5 coupé qui est très belle voiture. On en voit rarement. Et puis des voitures un peu moins connues, les La Honda, les Bristol, et je te parle pas de l'hyper, le luxe à l'anglaise, des Bentley, des Rolls et des Aston. Tu dis Bentley, toi? Je dis Bentley parce que Philippe Noiret oui. Disait Bentley. Voilà. Philippe Noiret, dans chaque interview, ça me faisait marrer. Moi, écoute, dans les dernières années de sa vie, je l'ai vu vers les Invalides. Il avait une Volvo type, je dirais, 960 à l'époque, mais qui a eu des Bentley. Et je trouve que ça correspond parfaitement, tu vois, à l'image, au portrait qu'on se fait de Noiret. Ouais, effectivement, le dandy en Bentley, ouais, ça le fait. Bon, justement, alors, tu parles d'auto, tu parles de cinéma, tu parles de littérature. Auto et cinéma sont nés en même temps, leurs destins sont croisés. Est-ce que tu as des films de bagnole préférés, toi? Oui, écoute, alors... Fast and Furious. Écoute, je suis bon public, tu vois. J'aime les superproductions américaines, tu vois. Je suis pas un sectaire. Ah, c'était pas un jugement de valeur. Le pire, c'est que je n'ai encore vu aucun épisode de la saga. Il faudra quand même que je regarde. Écoute, je les ai J'ai un copain qui est Victor, qui va sûrement écouter ce podcast. Je t'embrasse, Victor, qui arrête pas de parler de Fast and Furious. Faudra quand même que je regarde au moins le premier épisode pour me faire une idée. Donc, c'était pas du tout un jugement de valeur. C'était juste que je me doute bien que Fast and Furious, c'est pas forcément ton cœur de cible, quoi. Ouais, écoute, j'avais fait il y a très longtemps une conférence sur justement la culture et l'auto et sur le cinéma, et j'expliquais que la voiture était présente dans tous les types de cinéma. Tu vois, souvent on pense aujourd'hui, parce qu'on a la vision un peu rétrécie des choses, on pense que il y a des voitures uniquement dans les films d'action de superproduction américaine où il y a des cascades et des effets spéciaux. Et j'avais prouvé par plein de films que les voitures étaient présentes dans les années 50, 60, 70, aussi bien dans les grandes comédies populaires, style, je sais pas, Le Cornio. Oui, bien sûr, le Cornio, c'est vraiment Le Cornio, le gendarme de Saint-Tropez, mais aussi dans plein de films du cinéma d'auteur, et notamment dans les films de la Nouvelle Vague. Les premiers films de Godard, que ce soit Un bout de souffle, deux films avec Belmondo, Un bout de souffle ou Pierrot le fou, c'est rempli de voitures. Et la dramaturgie, on va dire, ça démarre. Un bout de souffle démarre par le vol d'une voiture américaine. Pierrot le fou, tu vois cette 404 rouge avec le couple fantastique. Tu vois, ça c'est d'une beauté incroyable. Belmondo et Anna Karina. Tu le vois évidemment quand tu parles de grands films auto, tu peux pas faire l'impasse avec Lelouch. Tu vois, c'est un homme et une femme, Trintignant, Anouk Aimé. Quoi qu'on pense de Lelouch, ce film-là, il touche, tu vois. Il touche vraiment. Moi, c'est la scène que je préfère dans ce film-là, c'est la remontée, tu vois. La remontée entre le Monte-Carlo. Donc, ils viennent de terminer le rallye de Monte-Carlo et Trintignant remonte au volant de sa Mustang blanche, tu vois, avec le numéro de concurrent 184 sur la portière. Et il remonte pour aller retrouver Anouk Aimé. Il fait une halte à Paris et puis après, il va arriver jusqu'à Deauville. Mais cette remontée-là,
je trouve que bon, voilà, Lelouch a su filmer, et peut-être qu'il est certainement le meilleur réalisateur qui filme l'action automobile mélangée au sentiment. C'est assez rare, c'est très très fin. Souvent, c'est vrai que les Américains sont un peu plus bourrins avec l'auto. Là, il y a une sorte de toucher, ce que j'appelle le toucher de pellicule chez Lelouch, qui est très 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 beau. Tous les amateurs de voitures connaissent son court métrage. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, voilà, tu vois, tout le monde connaît l'histoire, et finalement, ce film-là, 40 ans après, il fonctionne encore, tu vois, ce petit court-métrage, on est toujours... Et c'est même devenu un succès sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et ça a été redécouvert par une toute nouvelle génération. Et à cette époque-là, maintenant on sait exactement la Mercedes, comment il a installé la caméra, mais à l'époque, on était encore, tu vois, dans le... Il y avait l'aura du mystère, oui. On ne savait pas, et je me souviens, mais ça, je te parle de ça il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, tout ça a été un peu démystifié. On se disait, mais quelle voiture? On disait, quel pilote? Quel pilote? C'était une 275 GTB, le pilote, peut-être un pilote italien, peut-être Lafitte. Il y avait plein de gens qui c'était devenu, tu vois, l'Arlésienne. Et dans les films, alors là, vraiment film français, par exemple, un film où les choses de la vie. Ouais. Voilà, là, on commence à revoir. Il y a toute une série Claude Sautet en ce moment, donc avec Michel Piccoli et Romy Schneider. C'est un accident de voiture, tu vois, c'est une Alfa Giulietta. Ouais. Donc là, voilà, vraiment. Et on décortique, voilà, séquence par séquence, l'accident et puis les amours contrariés de Piccoli, une séparation, une union, et l'automobile est là un personnage central. Tu vois, c'est ce que j'expliquais dans cette conférence-là. C'était le troisième acteur, voire le premier acteur. Tout tournait autour de l'auto. Un film aussi, tiens, je ne sais pas si tu l'as vu, mais alors, j'aime beaucoup les films français et italiens, mais Que la bête meurt de Claude Chabrol, tu vois, avec Michel Duchossois, Caroline Cellier, Jean-Yann. Ça a été écrit par Paul Guégoff, et c'est une Mustang, voilà, un accident, et on voit cette Mustang filer au bord de la mer, et bon, c'est une tragédie, hein, c'est assez sanglant. Oui, c'est très sombre. Donc un film Le Fanfaron, c'est vraiment les grands classiques, tout le monde aime et je l'ai revu. Alors il faut le voir en version. J'adore. Mais bon, tu vois Vittorio Gassman, hein, avec la Lancia, et puis Trintignant en étudiant un peu timide, tu vois, qui est là, et puis Gassman dans un numéro flamboyant. Époustouflant. Tu le vois faire. Voilà, c'est vraiment l'italien dans toute sa splendeur, c'est ça. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et en même temps, parce que c'est des films de Dino Rizzi, tu vois, pour moi, c'est Dino Rizzi, pareil. Un petit conseil de lecture, si je peux me permettre, il faut lire les mémoires de Dino Rizzi. Elles sont sorties il y a peut-être 5-6 ans. C'est fantastique, parce que pour moi, c'est le roi de la comédie italienne, et une comédie italienne qui est vraiment très amère, tu vois, très rude. J'allais dire, parce que ça, bon, le Fanfaron, on va pas spoiler, hein, mais ça se termine pas bien. Le Fanfaron, c'est dur, c'est aussi un portrait, peut-être le plus beau portrait de l'Italie, du renouveau italien, tu vois, et Dino Rizzi a travaillé sur ça, sur les classes sociales, l'émancipation italienne, le rôle de la femme, tout ça, c'est bon. Ça vaut tous les traités de sociologie ou de politique. Il suffit de voir Fanfaron, on prend le pouls de l'Italie dans ces années-là. C'est vrai. Voilà. Et la voiture, tu le vois, les premières scènes où c'est un 15 août, hein, donc il essaye de chercher des cigarettes, Rome et désert. Non, c'est vraiment beau. Et puis, écoute, allons dans des films plus grand public, ou l'automobile, mais regarde un film des années 80, Les Spécialistes, voilà, un bon film d'action à la française, j'adore. De Patrice Lecomte avec Bernard Giraudot, Gérard Lanvin. Pour le coup, c'était un film de genre à l'américaine, mais tourné par Lecomte, quoi. Et puis, alors chacun, il y a deux, tu sais, dans les amateurs de cinéma français, tu as deux clans. Hein. Tu as les gens qui sont pour Delon et les autres pour Belmondo. Alors moi, je reste fidèle à Jean-Paul Belmondo, même si j'ai écrit dernièrement, justement, j'ai fait un portrait en
en fin d'année dernière d'Alain Delon sur les années 70. Alors Delon, les amateurs de Lancia connaissent Delon, hein. C'est des Lancia Gamma et des Autobianchi à 112. Mais chez Belmondo, écoute, dans tous les films de Belmondo, il y a une voiture. Il y a une voiture qui est un personnage. Tous les films. Je sais pas, Flic ou Voyou, tu vois, c'est une Caterham. Le Marginal, c'est cette fameuse Mustang blindée. L'Héritier, qui est pareil, repassé. Moi, j'aime bien ces films-là, tu vois. C'est des films qui sont assez classiques, hein, dans leur construction, mais L'Héritier ou L'Alpagueur de Labro sont des bons films. Il y a une superbe Jaguar XJ6. Donc, tu vois, tout ça nourrit. Et la course-poursuite Ducasse. Avec Omar Sharif. Avec Omar Sharif, tu vois, ça c'est des grandes... Qui fait passer Bullitt pour une petite balade en bagnole, quoi, tellement elle est complètement folle, cette course-poursuite, elle est à mourir de rire, quoi, en plus, elle est extraordinaire. Ah bon, voilà, écoute, tu vois, mais alors, Belmondo est c'est le bon exemple, parce que quasiment chaque film, tu as une voiture. Voilà, tu as une voiture. Et c'est ce que je te disais dans cette conférence, je faisais donc une partie cinéma et une partie sur la littérature, et je disais que l'automobile avait irrigué tous les champs culturels. Tu vois, aujourd'hui on dirait mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Qui va oser mettre une voiture, hein, dans un film, et encore pire dans un livre, hein, je disais que c'était l'ère du piéton roi, tu vois, hein, c'est interdit. Hein. Mais c'est vrai que dans les films français aujourd'hui, s'il y a une voiture, c'est un accessoire, quoi. Et je faisais, écoute, le même parallèle avec la littérature. Souvent, on se dit, mais non, la littérature s'est jamais intéressée à l'automobile. Et donc, par l'archivage de certains grands écrivains, donc je ressortais, tu vois, des citations d'écrivains qui, on se dit, mais c'est pas possible, il a écrit sur l'automobile. Et depuis les débuts de l'automobile, on va dire, et depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années, et je faisais la rupture finalement, tu vois, jusqu'aux années 80, où c'est la dernière génération d'écrivains qui a traité l'automobile, puis après dans les années 90 ça a disparu. Donc je conseille pareil aux gens qui aiment l'auto de lire. Il y a beaucoup de romans où l'automobile est très très présente. Alors tu as publié en 2018 aux éditions du Rocher un éloge de la voiture. Tu t'es senti investi d'une mission ? Oui, c'était. Tu sais, il y a plus de coups à prendre. Hein, il faut soulever le soldat voiture. Ouais, c'était un peu ça. Alors c'est pour ça qu'on a eu une bonne audience, tu vois, un très large écho. Alors, je ne me voyais pas prendre, j'étais pas le porte-parole de l'automobile opprimé, tu vois, hein, mais il y avait quelque chose. Écoute, à chaque fois que je fais des livres sur l'auto, je veux un peu décaler un peu l'angle, tu vois. Et au lieu de dire c'était formidable avant, hein, comme je te dis, comme avec le cinéma ou la littérature, j'essaie de le prouver avec des exemples en disant mais non, l'automobile c'est pas sale, l'automobile voilà, ça peut être un champ de création, c'est quelque chose qui a aussi pu à un instant, à un moment, libérer les citoyens, ouvrir les voyages, les transports, les échanges. C'est aussi un objet lié au couple, à l'amour, au sentiment, si tu veux. On pense souvent que c'est un objet brut, fait de métal, de boulons et d'essence. Et moi, j'essayais de dire, mais non, c'est pas uniquement ça, hein, l'automobile. C'est beaucoup d'émotions, et je vais essayer de vous le prouver. Écoute, j'ai été assez surpris parce que je me disais, bon, je vais prendre des coups. Et quand tu parles automobile avec des gens qui sont pas des forcenés, hein, tu vois, qui sont pas des sectaires. J'ai été dans plein de radios, de télé où les gens n'étaient pas du tout des pro-auto, hein, et à chaque fois, quand même, il y avait un souvenir. Et on commençait à parler d'un souvenir de famille. Voilà, quelqu'un disait, un journaliste, je me souviens d'une interview, alors que c'était une fille qui n'était pas du tout branchée automobile, mais elle s'est souvenue qu'un de ses grands-oncles avait un cabriolet Peugeot 504. Voilà. Mm-hmm. Et finalement, c'est quand même, si tu veux, c'est une malle au trésor, un peu l'automobile. Dès que tu commences à l'ouvrir,
les gens se découvrent aussi et ils se disent finalement c'était assez important. Ils se rappellent un voyage, enfant, une voiture, et ça devient tout de suite moins. On sort des débats sur les émissions nocives, sur les problèmes de circulation. Je voulais qu'on s'extrait un peu des débats actuels. Évidemment, on n'est pas des abrutis, hein. On imagine les enjeux environnementaux qui existent, mais je veux dire que l'automobile, ça n'a pas été toujours ça, et ce n'est pas que ça. Ça peut être beaucoup plus. Et je te dis, j'ai trouvé des oreilles très attentives, même dans des milieux où je me disais, oh là, je vais en prendre plein pour mon grade. Terrain miné. Ouais, terrain miné. Est-ce que tu penses, Thomas, que l'âge d'or de l'automobile est complètement révolu ? Ah, je crois. Écoute, je crois. Hein. Et pourtant, tu vois, même si je suis accro au monde d'avant, je ne suis pas je suis pas pessimiste non plus fou, hein, mais je crois malgré tout quand même que on est passé, ou on est en train de passer à une autre forme de société. Donc je suis né en 74, donc tu vois, j'approche plutôt des 50 ans. Hein, et je dis que l'automobile vit un long purgatoire, mais depuis pas mal d'années. Parce que des passionnés comme nous, moi, dans ma génération, il y en avait déjà très très peu, tu vois. Hein, donc, ça s'est effiloché au fil des années. Pour retrouver vraiment des passionnés ou des gens qui s'intéressent à l'auto, il faut aller sur la génération de mes parents, donc vraiment des baby-boomers. Mais depuis, bon, ça a disparu. Et je pense que l'usage de l'automobile qui est devenu un usage comme le transport en commun. Voilà, hein, j'ai peur que ce soit la fin du transport individuel pour plein de raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques. Tu vois, regarde même le lien que nous avions avec nos autos, ce que ça voulait dire d'acheter une voiture neuve, de posséder une voiture, et ce que c'est devenu aujourd'hui. Bon, bah voilà, c'est quelque chose, c'est une vente un peu à tempérament, c'est un forfait, c'est un loyer, tu utilises une voiture pour un objectif précis. Ça n'a rien à voir avec l'imaginaire de mes parents ou de mes grands-parents où voilà, tu prenais la voiture sur un coup de tête. Il y avait cette forme de liberté. Moi, je te dis quasiment d'émancipation totale. L'objet automobile, on est rentré dans une autre sphère. Et puis quand tu vois le prix des voitures, c'est plus un objectif pour les jeunes générations, à part pour quelques passionnés, d'acquérir une voiture. Il y a d'autres choses. Il faut se loger. Il y a d'autres. Tu sais, quand on suit les études d'observation sur la consommation, on se rend compte, là pareil, je vais dire des banalités, mais dans un budget, il y a plein de nouveaux types de dépenses qui sont arrivés ces 15 ou 20 dernières années, liées au numérique, liées aux abonnements Internet. Et l'automobile est passé à l'as. Et les constructeurs sont allés dans ce sens-là, si tu veux, excepté quelques constructeurs qui ont insisté dans la voie du très grand luxe ou de l'hypersportivité. Bon, ça reste quand même la marge. Alors heureusement, l'objet automobile n'a pas perdu toute sa fantasmagorie, tu vois, hein. Mais c'est réservé à quoi, voilà. Et je crois que c'est pour ça que l'automobile ancienne au fil des années, a pris un peu son essor. Et tu vois ce qu'on a connu depuis 10 ans avec les Youngtimers, c'est que finalement, les gens veulent revenir, les jeunes, parce que c'est plutôt des jeunes, hein, des trentenaires, ils veulent retrouver un contact avec une véritable voiture, évidemment avec moins d'électronique, avec une sensation de conduite plus affirmée, sans prendre des risques. Il y a ça aussi, tu vois. Souvent, les passionnés d'automobile sont pas des fous de vitesse. Il y en a, on en connaît tous. Mais le plaisir, j'ai un beau-frère qui est un spécialiste des Citroën, voilà, hein, et notamment des Citroën CX, et particulièrement des CX longues, Prestige et Limousine. Tu vois, on est déjà là, on peut pas dire que. Et il m'explique très bien. Le plaisir qu'il a à rouler dans une CX Prestige, voilà, tu rentres dans un autre univers. Alors c'est pas là la vitesse, hein, réellement de ces voitures-là,
Mais c'est une autre atmosphère, tu vois. C'est très dépaysant, tu vois, je veux dire. Et je crois que les jeunes qui goûteraient aux voitures, les voitures modernes, elles sont bien, hein, mais elles sont quand même inintéressantes. Elles sont inodores, incolores, et ah bah évidemment, oui, elles freinent, elles accélèrent. Et puis tu mets parfois de l'essence ou tu branches une prise d'électricité dans leurs fesses. Voilà, mais c'est tout. Hein. Y a rien, ça ne distille rien d'autre. Toi qui es un grand spécialiste, hein, qui a tout essayé depuis 20 ans, bah si, toi tu connais ça par cœur. Tu aimes les voitures de caractère, tu vois. Quand on tombe sur une voiture de caractère, tu sais bien, on est toujours, je crois, hein, je trahis rien, mais tu es un amateur d'AMG. Oui, effectivement. Voilà, bon. Et nouvellement vite. Bah ouais, bah écoute ça, faut que les gens le sachent un peu. Il y a un moment. Bon bah tu vois, moi j'ai mes souvenirs d'AMG, hein, de l'époque où c'était, je sais pas, tu vois, un Brake 55 AMG. Tu vois ce fameux Brake 55 AMG. Quand c'est sorti, voilà, j'ai fait pas mal de kilomètres avec. Bah c'était un régal, voilà, un régal de démesure, tu vois. Il y avait aussi un côté démesuré dans ces voitures-là qui fait extrêmement plaisir, tu vois. On ouvre les fenêtres un peu, on respire, voilà. La voiture faisait un bruit d'enfer. On était bercé par les mécaniques. Tu vois, voilà. Donc ça, il y a ces jouissances-là. Et je te dis ça sans mettre sa vie en danger ou celle des autres. Oui, hein. oui. Mais juste ça, tu vois, voilà, une accélération. Nous qui sommes sensibles aux musiques, je vais te dire. Voilà, quand t'entends une 911 passer dans la rue, hein, et une classique, tu vois ce 6 cylindres à plat, tu vois. Il y a des mélodies qui s'oublient pas, un V8 américain, un V6 Alpha, tu vois, là, je veux dire, on fait dans les grands classiques, un V12 anglais, un V12 Jaguar, bon. On en revient toujours à cette diversité, cette variété-là. Et ce que tu fais, toi, et ce que beaucoup de mes confrères font, vous faites évidemment de la résistance, mais je dirais que vous affinez le goût des gens. Voilà. C'est bon aussi. Alors, je comprends pour beaucoup d'automobilistes, ils ont besoin uniquement d'une voiture pour aller travailler et qu'elle marche et qu'ils aient aucun souci, tu vois. Hein. Mais c'est pas uniquement ça. Voilà. Moi, je préfère me rappeler d'un temps où l'automobile dégage autre chose, voilà. Elle dégage un autre air, voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, j'imagine que du coup, la voiture électrique ou la voiture autonome, ça te parle pas des masses, quoi. Pas vraiment. Mais bon, écoute, pareil, parfois tu peux pas aller contre la marche forcée. Voilà, moi j'ai toujours, je suis pas un fan. Alors je veux bien entendre, et je lis parfois certains de tes confrères qui se sont amourachés de la voiture électrique et notamment des voitures sportives, hein, des accélérations, qui louent ça. Bon. Écoute, je suis vieux jeu, je l'admets, je préfère le V8 d'une 390 GT Fastback Mustang. Voilà. Voilà, je militerai toujours pour qu'existe, au moins, pour qu'on ait la chance. Tu vois, c'est ça aussi. Oui. C'est-à-dire que personne veut que tout le monde roule en Dauphine ou en Ferrari 250. D'abord, personne pourrait. Hein, mais qu'on ait quand même l'autorisation, parce que maintenant, il faut demander l'autorisation. Il y a presque ça, tu vois. Oui. Bon, je ne veux pas non plus exagérer. Tu vois, je pense à tout le monde de la collection, hein, qui est très vivace en France. Le maillage sur tous les départements, entre les clubs, les garages, et toute une activité économique extrêmement florissante. Ce sont des milliards d'euros, hein, de chiffre d'affaires, hein, qui sont liés au tourisme et tout ça. Bon, quand on ennuie ces gens-là, on les empêche de sortir, je ne sais pas, leur Citroën GS, hein, ou leur Jaguar XJS, je trouve que c'est pas très convenable. Et je trouve qu'ils font un effort, tu vois. Là, on est sur la préservation du patrimoine. Oui. En France, on est très attaché à la préservation du patrimoine. Vrai. On pourrait étendre cette préservation du patrimoine, évidemment, à l'objet automobile. Je pense à mon camarade et ami, l'historien Mathieu Flonneau, qui est un universitaire parisien spécialiste de la mobilité. Lui, tu vois, depuis pas mal d'années, dans un environnement un peu hostile, on va dire, l'université française, à l'objet automobile, il essaye de défendre, voilà,
ce patrimoine qui est très, très vivant en organisant au dernier mondial des expositions qui ont réuni des centaines de milliers de visiteurs. Je crois que, tu vois, quand tu montres quelque chose de beau, de caractère, au plus grand nombre, à la fin, il y est quand même sensible. Mais on sent que c'est vraiment sur la corde raide à chaque fois les autorisations de circulation. On sait que les titulaires de carte grise collection ont pu passer outre les ZFE parisiennes pendant un moment, puis ça a été un moment, ça a été remis en question, finalement ça a été prorogé, mais on sent vraiment qu'il faudrait pas grand-chose pour que d'un seul coup on dise bon bah vous maintenant vos bagnoles vous les laissez au garage, elles sortent plus quoi. T'as raison, on est sur la et tu vois ces tracasseries administratives, bon. On a l'habitude. La France est un pays qui se noie souvent dans dans une administration parfois un peu pesante, on va dire. C'est ridicule. Tu vois, c'est ridicule parce que ça concerne pas des millions de gens. Non, c'est sûr. Tu vois, tous ces petits, entre guillemets, collectionneurs qui ont une ou deux voitures, qui passent leur week-end, qui mettent toute leur épargne. Bon, je trouve que c'est pas un traitement honorable qu'on leur fait. Ils mériteraient un peu plus d'égards. Mais le monde automobile, doit quand même se défendre. Hein. On a été attaqué de toutes parts. Hein. On a quand même vécu là ces 5-6 dernières années. C'est devenu un peu compliqué, tu vois. Et quand j'ai fait la promotion de l'éloge de la voiture, j'avais un peu peur. Hein, je te dis réellement de l'accueil, et c'est ce qui me rend un petit peu optimiste. J'ai trouvé quand même, quand tu parles de l'objet automobile et que tu en parles avec passion, avec raison aussi, j'ai trouvé des oreilles attentives. Voilà. Donc c'est pas complètement foutu. Il y a de l'espoir. À ce niveau-là, il y a de l'espoir. En tout cas, pour l'automobile de collection, et que l'automobile de collection soit reconnue à sa juste valeur comme la préservation de nos monuments historiques. Je pense qu'il suffirait pas grand-chose pour que... il faudrait que ce soit aussi incarné par quelqu'un de très populaire. Mais il y a des chances que ça intéresse les Français. Alors c'est vrai qu'on a un déficit. Tu sais, il suffit de se promener un peu en Europe et tu vois la passion automobile en Allemagne, en Angleterre. Elle est extrêmement, aux États-Unis, elle est extrêmement vivace. Alors, c'est vrai qu'on a hérité, je dirais, un peu d'un intellectualisme à la française qui regarde toujours un peu de haut l'objet automobile, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Regarde, on a peu de musées en France, ou peu de musées viables, alors que dans les autres, dans nos pays, dans les autres pays frontaliers, il y a des grands musées en Allemagne. Écoute, on a un peu ce problème-là avec l'auto, voilà. Et c'est un sujet d'étude qui est évidemment peu pratiqué à l'université. Il y a finalement pas tellement de gens qui écrivent aussi sur l'automobile et ça mérite. C'est un travail de longue haleine, tout ça. Mais c'est toujours un peu sale, quoi. Toujours. Je me souviens quand je faisais mes conférences, comme il y avait une grande partie sur la littérature, j'avais dans les assemblées beaucoup de professeurs agrégés et qui étaient très étonnés quand je citais des auteurs. Par exemple, j'ai en mémoire un auteur qui s'appelle Léon Paul Fargue, qui a écrit Le Piéton de Paris. Alors vraiment, tu vois, c'est vraiment l'archétype du grand écrivain qui a parlé de Paris, mais Paris à pince, à pied. Et on se disait, mais lui a jamais pu écrire sur l'automobile. Et j'avais redécouvert tout un tas d'écrits sur l'automobile. Et parce que je l'ai sous les yeux et je te lis ça. Ça a été écrit au début du XXe siècle et Léon Paul Fargue écrit: si le pittoresque créé par l'auto venait à disparaître définitivement, je serais le plus désolé des hommes. Les voitures ont fait, dans beaucoup de cas, partie de mon âme. Tu vois, ça, personne ne pourrait croire que cet écrivain-là, qui n'a probablement jamais conduit, a été fasciné par l'automobile. Donc, l'automobile peut rester et demeurera, j'espère, un objet de fascination. Bon, et toi, Thomas, qu'est-ce qui te fascine? En quoi roules-tu? Est-ce que tu es collectionneur toi-même? Alors, écoute, je suis parisien, donc forcément piéton, mais j'ai la chance d'avoir une maison sur les bords de Loire. Alors, écoute, j'ai
Aujourd'hui, j'ai un Vespa de collection, hein, donc je suis toujours un amateur de 2 roues, mais je roule à la campagne avec une voiture qui va t'étonner, mais je suis devenu amoureux. Alors là, on parle de Youngtimer, du Toyota RAV4. Alors, tu vas dire, il est fou. Première génération. Première génération. Il te parle de Maserati Ghibli dans la piscine ou de Ford Thunderbird et il roule en Toyota RAV4, un Toyota de toute première génération. Et je suis tombé en amour sur cette voiture-là, tu vois, je trouve qu'on combine finalement une petite voiture compacte avec 4 roues motrices, avec un look sympa que tu peux découvrable quasiment. Je trouve que c'est une voiture très très intéressante, mais j'ai eu quelques voitures dans les 15 dernières années, j'ai eu quelques voitures anciennes, j'ai eu une 404, une belle 404 super luxe injection, et j'ai eu également un coupé Bertone, voilà, il faut l'avouer, un très très beau coupé Bertone, 2 litres, à la fin des années 2000 et je l'avais préparé pour courir. Voilà, j'avais l'intention à cette époque-là, tu vois, de faire un championnat de France VHC. Et puis finalement, ça prend beaucoup trop de temps. C'est une voiture qui était assez fantastique, voilà, avec une belle préparation moteur. On était presque en groupe 2, groupe 3. Donc ça marchait, tu vois, ça fait un peu plus de 130 chevaux en version d'origine. Celle-ci, on développait un peu plus. Elle était assez allégée. Alors ça ne marchait pas comme une Alpha GTA, hein, mais sur le sec, hein, je dis bien, hein, sur le sec, elle était redoutable. Par contre, sur le mouillé, je n'ai jamais réussi à la conduire. Il y a des voitures, jamais. Là, je peux te le dire franchement, humblement, hein, j'avoue que je n'ai jamais réussi à la conduire. En tout cas, la conduire vite. Elle demandait un doigté que je n'avais pas. Je ne dis pas que je craquerais pas. Je craquerais pas. Alors, tu sais, l'AMC Pacer est toujours là. Je me dis, est-ce que je vais passer le pas? Finalement, c'est ça. Est-ce qu'avant 50 ans, c'est comme la Rolex, est-ce que je vais... Est-ce que tu vas rater ta vie ou pas? Écoute, il reste pas beaucoup de temps. Là, je suis dans le dernier quart d'heure. Il reste dans 3 ans, ce sera foutu. Je peux encore me sortir de cette ornière-là en achetant une Pacer. Mais j'aime beaucoup, tu sais, les breaks. Hein, j'ai la folie des breaks américains, Volvo, tout ça. Et un beau break Volvo 245, hein, les tout premiers, voire la génération précédente 145. Ah oui, les gros corbillards là. Voilà, un break 145 parce que c'est lié aussi à un souvenir de cinéma, tu sais, dans le film Le Cavaleur de Philippe de Broca avec Jean Rochefort et toute une pléiade d'actrices comme Nicole Garcia, Annie Girardot. Jean Rochefort est un concertiste et il roule dans un break 145, très fatigué, très très rouillé. Et donc depuis ce temps-là, je me dis un jour il faudra que peut-être que je craque pour un Volo. Mais là, on commence à devenir, l'objet devient très rare. Hein. Peut-être presque facile de trouver une Pacer qu'un break 145 en bon état et abordable. Après, tu peux en trouver un dans l'état du break du film, auquel cas... Oh, oui, ouais, bah, écoute, il y en avait un, parce que c'est une voiture que je suis depuis longtemps, et il y en a encore un 245, il y en a un à vendre, et depuis longtemps, il traîne sur des annonces, tu sais. Tous les jours, je ne commence, tu vois, comme quoi, j'ai pas perdu mes mauvaises habitudes, je commence toujours ma journée, je me lève toujours très tôt, je commence toujours par regarder un peu les annonces et c'est super, t'embrayes sur mes questions rituelles de fin d'épisode, c'est royal, vas-y, continue. Écoute, tu vois, là, donc je commence et je regarde un peu mes voitures stars, tu vois, je suis un peu les cotes et les sites de petites annonces, donc il y a toujours le break 145, et il y a un break 245 depuis longtemps qui a tourné dans un film, un des derniers films de Bernard, qui est un film avec Romain Duris, et il existe, il doit être, je sais plus, en Normandie, il est en état un peu fatigué, mais je me dis, tiens, est-ce que je craque pour cette voiture-là? Et puis tous les breaks américains, alors là, tu vois, là je suis... les breaks américains des années 50 jusqu'aux années 80, mais j'aime beaucoup les derniers breaks américains, genre Chevrolet Caprice.
tu vois, en faux bois. Hein. Oui, je vois très bien le truc avec un porte-à-faux arrière de 10 mètres de long. Tu vois, j'ai quelques marottes comme ça, des fois bizarres. Et puis les japonaises, tu vois. Alors là, les japonaises, on évolue au fil des années. Hein, tu vois, je m'intéressais peu aux japonaises, mais j'ai un faible pour les premières Honda Civic. Voilà. Toutes premières Honda Civic me plaisent beaucoup. Voilà. Donc tu vois, chacun a ses délires. Je te passe sur ma passion pour les vannes américains, GMC, Ouais. ces choses-là, ou les vannettes japonaises hein, des années 60-70, des trucs qui étaient à peine importés. Tu vois, petites genre vanettes Nissan, petits monospaces bizarres, taillés à la serpe, hein, japonisants. Ça, j'ai un petit faible aussi pour ça. Ah, là, c'est déjà. On commence à verser du côté de la perversion, là. Là, écoute, la camisole est pas loin. Hein. Thomas, quel est ton meilleur souvenir de road trip? Mon meilleur souvenir, il est en alpha. Il est avec le coupé Berton. Avec mon épouse, on a fait un demi-tour de France. Tu vois, on est parti du centre de la France, on est allé jusqu'en Bretagne, qui est le berceau de la famille de mon épouse, et on a fait le sud-ouest, traversé les Pyrénées, la Côte d'Azur, et on est remonté par Lyon. Donc on n'a pas fait le nord, mais tout le sud de la France, et c'était écoute, c'est voilà, des souvenirs fantastiques. Je me rappelle un matin, je sors de Cahors, tu vois, il est 6h30, on est en plein été, voilà, le bruit de cet Alpha, t'es dans des baquets, t'as l'impression de partir, de faire le rallye Monte-Carlo, la route est à toi. Bon, ça, c'est des émotions rares, voilà. Et pas une seule panne. Écoute, pas une seule panne. Alors, pas une seule panne, un pneu crevé du côté de Rennes, bizarrement, et ensuite rien du tout. Pourquoi elle m'a fait ce coup-là alors que je l'ai eu après pendant 5 ans ou 6 ans, j'ai jamais recrevé, mais elle a été un peu récalcitrante dans la première longue étape, et puis ensuite elle a fonctionné parfaitement. Tu vois ce qu'on dit des Italiennes, tu vois, il y a que des mauvaises langues. Ah oui, non, mais je pense qu'en plus qu'un coupé Berton, pour le coup, si c'est bien restauré et bien entretenu, à mon avis, ça peut t'emmener au bout du monde. Hein. Tu vois, c'était vraiment... non, mais écoute, tu vois, c'est ça. Le plaisir de la voiture ancienne, il est là. Il est que cette communion, hein, alors évidemment, nous, on utilise souvent ces mots-là entre passionnés, mais cette communion, elle était vraiment réelle. C'est pas du fake, tu vois. Là, on est dans un monde où tout est fake. Là, voilà, tu es dans ce coupé Berton qui vibre. Hein, et je me vois sortir de Cahors avec quasiment personne. Voilà, et après, des routes de campagne, des routes de montagne, des épingles dans l'arrière-pays niçois. Bon, voilà. La France est suffisamment. Là, on a la chance quand même. Hein, toi qui as beaucoup tourné dans toute la France avec des opérations presse, il y a quand même des choses. Voilà, il y a des paysages fantastiques dans tous les coins du pays, voilà. Oui, il vaut mieux être confiné en France que dans d'autres pays, c'est sûr. Ouais. Question rituelle également, ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures, mais ça doit quand même convenir à ta vie. Eh bien... une AMC Pacer. Une AMC Pacer, mais bon, allez, vraiment le Graal. Hein, le Graal automobile, c'est une Aston, parce que Aston, Ouais. ça reste quand même. Et dans les Aston, choix iconoclaste peut-être, mais une V8 Vantage des années 80. Oscar India. Voilà, Oscar India par exemple. Et tu vois, je dis ça, j'ai la tentation de te dire une DB6. Oui, mais tout le monde va dire ça. Voir une DBS, mais parce que bon, voilà, il y a quand même des mythes auto comme une 300 SL ou une Ferrari 250 GT châssis court, des trucs, bon, mais je dirais ça, voilà, le plaisir, tu vois, presque un plaisir de ma jeunesse. Ma jeunesse, voilà, c'est une V8 Vantage. Ouais, puis c'est marrant parce que pour moi, cette V8 Vantage là, c'est un peu la Mustang chic en fait, la Mustang à l'anglaise. Tout à fait. Parce qu'elle est vraiment les lignes sont inspirées de la Mustang, et puis il y a un gros V8 et tout, il y a le caractère un peu bad boy, mais en même temps, c'est habillé d'élégance et tout, et c'est vrai qu'elle a beaucoup de charme cette auto. Mais tu vois, pareil, je vieillis, hein, je ne regardais jamais les avant-guerres, ou très peu. Tu vois, c'est un domaine que je connais. Je connais plein de férus de voitures d'avant-guerre. Je regardais ça, bon, ça me parlait pas du tout, tu vois. Et en vieillissant,
je commence à regarder quand même. Voilà, je me suis passionné pour les Amilcar, les Bugatti, toutes ces choses-là depuis. C'est récent, tu vois. Et je me dis quand même là, on est vraiment dans l'origine et la pureté automobile. Donc plutôt dans les voitures de course des années 20-30, quoi. Là, pareil, là, on parle de choses. Voilà, on parle de quelque chose d'inabordable. Voilà, on arrive. Mais justement, c'est l'idée. Bon, garage idéal sans limite de budget. Donc. Écoute, il peut y avoir une Bugatti type 35. Bon, mais puis, tu sais, j'ai quand même travaillé longtemps et je travaille toujours pour Mercedes, donc j'aime quand même quelques Mercedes, voilà. Et j'ai un 300 SL Papillon pour avoir roulé en 300 SL Papillon et en 300 SL Roadster. Bon, ça reste quand même. Hein. Quand tu es au volant d'un Papillon, que tu arrives dans un village, hein, tu commences à ralentir et que tu ouvres ta portière en aile, là, tu te sens un surhomme quand même. Hein, ça dure pas longtemps, mais ça fait quand même plaisir. Et j'aime beaucoup les coupés Mercedes et cabriolets. Alors, je suis plutôt coupé que cabriolet, mais un coupé. Alors là, on n'est pas dans l'inabordable. Le coupé 280 SE 3,5 litres. Le cabriolet, on commence déjà à être dans une voiture très chère, mais ce genre de grand coupé ou cabriolet, tu vois, 4 places. Ça a quand même un charme assez dingue. Donc je récapitule, on a l'Aston Vantage V8 Oscar India, on a, tu m'as dit quoi, la Bugatti 35. Ouais, Bugatti 35. 300 SL. 300 SL, oui, écoute, tu peux pas faire la passe sur 4 voitures, alors faut se concentrer sur l'essentiel, quoi, sur les valeurs sûres, quoi. Tu vois, sur les valeurs sûres, ouais, mais bon, là-dedans, j'ai pas de Porsche, hein. Et c'est une banalité de dire, mais parce que c'est la Porsche. Voilà, tout le monde en a. Un garage idéal, il y a toujours une Porsche. Il y a toujours une Porsche, tu peux y aller. Alors, moi, mon père a longtemps roulé en 356 SC, hein, donc c'est une voiture que je connais bien. J'ai usé mes fonds de culotte dans une 356. Tu vois, une 356, pareil, en vieillissant, je la trouvais un peu trop 50s, ce qu'elle est, des lignes un peu trop rondes. Je suis un homme né dans les années 70, donc ça correspondait pas tout à fait. C'était déjà... Mais quand même, qu'est-ce que c'est beau, une 356 et une première 356. Et puis une première 911. Putain, c'est quand même... les 911 classiques, une 2 litres, une 2 litres 2. Ouais, c'est beau comme tout. Une Targa, soft window, tu vois. C'est quand même des voitures... évidemment, on l'en voit peut-être un peu trop. C'est le problème du succès de la 911. Eh oui. Mais bon, c'est devenu une tarte à la crème, la 911, finalement. Eh ouais, c'est un succès mérité parce que c'est quand même une Porsche, que c'est bien fait, que c'est très plaisant à conduire, que c'est une vraie sportive, que la gueule d'une 911, voilà, hein, de ses premières 911, bon, bah on a guère fait mieux, tu sais. Le premier dessin, le dessin originel, le premier coup de crayon, la pureté de la première ligne, elle est là, tu vois. T'as fait un coup de maître au début, alors tu peux essayer de faire survivre cette ligne-là, mais le premier jet, il est toujours, il est fantastique. Une première 911, c'est quand même une très belle voiture. Donc c'est ton dernier mot, 911. Ouais, allez, 911, parce que... ça fait un très beau garage. Et alors, l'ultime question, et forcément c'est la dernière, donc c'est la plus dure. Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle ? Écoute, ça va être un break. Voilà, ça va être un break. Et je vais revenir. Là, tu me fais. Tu sais, c'est le dilemme parce que j'hésite entre 2 breaks. Alors, on va dire, comme je t'ai dit, un break 245, hein, le premier break avec les phares ronds, hein, dans une belle couleur 70s, tu vois, hein, un crème, un bleu pâle, un vert, une sorte de vert d'eau, tu vois, il y a des couleurs comme ça, et la concurrente. Hein, et la concurrence allemande, peut-être un break Mercedes. Donc W123, voilà, hein, le premier break 280 TE, allez, le gros moteur essence. Voilà. Peut-être entre ces 2 breaks-là, qui sont vraiment des breaks indémodables, intemporels,
tu vois, je prends en compte que les limitations de vitesse, tu vois, je me projette dans un monde où tu ne pourras pas rouler débridé complètement. Et donc cette voiture-là, voilà, une voiture fiable avec un look. Alors, allez, je fais Mercedes, je dis 280 TE W123 et je fignole un peu mon choix en choisissant une version US. Voilà, et pas une version européenne, une version US, tu vois. Là, je pousse l'excentricité à son maximum avec des pare-chocs, voilà, version aux normes californiennes. Avec des gros bouts de plastique, Mercedes. Voilà, avec les gros pare-chocs, avec ce look West Coast. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça, je vois bien. Et couleur, tu vois, pas dans une couleur. Je déteste les voitures flambant neuves. Hein, les best-of show, ça me plaît pas du tout. Dans son jus, un peu de rouille. Alors, si c'est une Californienne, elle n'en aura peut-être pas beaucoup, mais un petit peu fatigué, couleur sable. Et là, normalement, ça m'emmène jusqu'à la retraite. Et avec ça, tu pars vers l'horizon comme dans un road movie américain, vers le soleil couchant. C'est ça. Bon, écoute Thomas, merci beaucoup. On a été assez long là. Je ferai peut-être un petit peu de montage là parce que c'est vrai que là, si je regarde mon compteur, je suis à 1h34. Oh là là, mon Dieu, on va peut-être raccourcir un peu tout ça, mais en tout cas, c'était une discussion intéressante. On a moins parlé de voitures que d'habitude, mais j'assume complètement ce choix. Ça plaira peut-être pas à tous les auditeurs, mais après tout c'est mon podcast, alors je fais un peu ce que je veux, quoi. Voilà. Thomas, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Écoute, oui, on me retrouve. Alors, je suis pas très très actif sur les réseaux sociaux, mais si les gens veulent, j'ai un Facebook professionnel qui s'appelle Thomas Morales Édition, où les gens peuvent voir à peu près. Voilà, j'essaye de réunir tout ce que j'écris, donc toutes mes chroniques, donc chaque semaine, au moins 2 ou 3 chroniques sur la culture, les sorties de mes livres, voilà. Thomas Morales Édition, et les gens vont trouver toute ma bibliographie. De toute manière, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, donc vous n'aurez qu'à cliquer et vous tomberez dessus. Voilà. Eh ben Thomas, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ce moment super. Merci. Je t'en prie, moment agréablement partagé et je te dis à bientôt. Ciao. À très bientôt, ciao. Et voilà, c'est la fin de ce 19e épisode d'Histoire d'Auto. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces entretiens vous ont plu. Alors c'est vrai qu'on a un peu changé d'habitude. Là, on a moins parlé boulon rondelle, entre guillemets. On a plus parlé justement mythologie automobiles. Mais c'est bien, ça change un peu de parler culture pour une fois, d'associer l'automobile à la culture, c'est pas quelque chose d'habituel, mais j'aime bien moi personnellement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas qu'il y en a 18 autres à écouter auparavant. Et puis une chose importante aussi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite note, une petite appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce podcast. Ça m'aide beaucoup, ça aide aussi d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Vous pouvez aussi retrouver le podcast Histoire d'Auto sur Facebook ou sur Twitter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 1er avril, et c'est pas une blague, pour un nouvel épisode qui sera très différent, où a priori on va beaucoup plus parler produits, technologie et voitures de demain. C'est ça, Histoire d'Auto. S'il y a de la variété, c'est comme l'univers automobile, il est très vaste, il est immense et on n'a pas fini d'en faire le tour. Voilà, moi je vous souhaite une bonne route et je vous dis à très vite. Ciao.